Quelque chose aurait dû m'arriver ce matin-là, et pour une raison que je ne comprends toujours pas, la réalité a pris un autre chemin. Mon expérience la plus terrifiante s'est produite en 2014. Elle ne semblera peut-être pas si effrayante à ceux qui la liront, mais pour moi elle l'a été énormément. Il n'y avait plus d'électricité ce soir-là. J'ai décidé d'aller me coucher, il était assez tard et c'était en plein hiver. D'habitude, je laissais toujours la porte de ma chambre ouverte. Or ce soir-là, tout le monde était resté dans le salon toute la soirée. Première chose étrange, la porte de ma chambre était complètement fermée. Deuxième chose encore plus étrange, quand j'ai essayé de l'ouvrir, quelque chose bloquait derrière. J'ai été prise de court et, sans savoir pourquoi, j'ai essayé de toucher ce qui bloquait la porte. Cela ressemblait au toucher à un matelas appuyé contre l'entrée. J'ai poussé un cri et je suis parti en courant dans le salon. D'abord, personne n'était entré dans ma chambre. Ensuite, il est impossible de sortir de la chambre si le matelas bloque la porte, car c'est l'unique entrée et sortie. Il aurait donc fallu que quelqu'un reste enfermé à l'intérieur. Or tous les habitants de la maison étaient bien présents dans le salon. À part les chats, mais ils n'auraient évidemment jamais pu déplacer un matelas contre la porte. Je ne sais pas pourquoi, mais 1 heure plus tard j'ai réessayé. J'étais morte de peur, mais cette fois tout était redevenu normal et j'ai pu aller me coucher. Je n'étais pourtant pas assez fatigué pour halluciner. J'étais simplement un peu fatigué, rien de plus. Je n'étais pas stressé, je ne bois pas, je ne fais pas la fête, et j'avais bien dormi la nuit précédente. Il n'y avait aucune raison pour que j'imagine quelque chose comme ça. Mon petit ami n'a même pas voulu aller vérifier après avoir vu mon visage. Il a juste dit qu'il n'y avait rien derrière la porte de la chambre. Mais quand je lui ai demandé de le prouver, il n'y est pas allé. Je pense qu'il avait peur d'y trouver quelque chose. Il a vu à quel point j'étais terrifié. Je crois qu'il a dormi dans le salon cette nuit-là. Ma belle-mère était à l'hôpital, en fin de vie. J'ai pris la route après une journée de travail de 12 heures comme femme de ménage, et j'ai roulé pendant 4 heures pour arriver jusqu'à elle. Elle est décédée environ 10 heures après notre arrivée. À ce moment-là, je n'avais pratiquement pas dormi depuis 36 heures, car la nuit précédente je n'avais pas réussi à fermer l'œil. Après son décès, nous sommes restés encore 2 bonnes heures à soutenir la famille, à parler doucement, à encaisser le choc. Quand tout le monde a commencé à se disperser, nous avons décidé de rentrer. Mon mari ne conduit pas, donc j'ai repris le volant malgré l'épuisement. Nous avons décidé de chercher un hôtel une fois la frontière de notre état passée, pensant que je tiendrais au moins jusque-là. Sur l'autoroute, la fatigue a commencé à devenir écrasante. Mes paupières étaient lourdes, ma vision floue, mais je me disais que je pouvais encore tenir un peu. Puis la circulation s'est brusquement ralentie et la voiture a commencé à avoir des ratés. Le moteur donnait l'impression d'étouffer, comme s'il allait s'éteindre à tout moment. J'ai réussi à prendre la première sortie disponible et j'ai appelé mon beau-père. Il est venu nous chercher et a remorqué la voiture jusqu'à la maison. Pendant le trajet, je me souviens avoir lutté pour rester consciente. Par moments, tout devenait flou et j'avais l'impression de perdre le fil de la réalité. Une fois arrivé, je me suis effondré dans le lit et j'ai dormi profondément pendant presque 12 heures d'affilée. Quand je me suis réveillé et que j'ai enfin repris un peu mes esprits, nous avons voulu comprendre ce qui s'était passé avec la voiture. Nous avons vérifié le moteur, la batterie, tout ce que nous pouvions. Rien n'allait mal. Elle a redémarré sans le moindre problème et a roulé parfaitement depuis ce jour, comme si rien ne s'était jamais produit. Une fois, quand j'étais assez jeune, entre la maternelle et le début de l'école primaire, une clémentine, ou peut-être une mandarine, est tombée du bureau en face du mien. Plusieurs camarades et moi avons essayé de l'attraper avant qu'elle ne touche le sol, et je me souviens avoir ressenti une sensation étrange, comme si le temps s'était arrêté. Le monde semblait figé pendant une fraction de seconde. Je pouvais voir la clémentine suspendue dans l'air, les mains de mes camarades tendues vers elle, mais tout était immobile, comme une image mise sur pause.
Une autre fois, j'ai fait un rêve où je me réveillais et allais dans la chambre de mes parents. La pièce était sombre, mais je voyais parfaitement, comme une photo prise dans le noir puis éclaircie artificiellement. Il y avait deux versions de mes parents. L'une dormait dans le lit, l'autre était allongée par terre. Dans le rêve, je me suis dit clairement que c'était un piège et que ceux dans le lit n'étaient pas réels. J'ai donc réveillé ceux qui étaient par terre. Ils ont ouvert les yeux, et leurs yeux étaient rouges. Je me suis alors réveillé pour de vrai, j'ai couru dans la chambre de mes parents et, effectivement, il y avait une forme étrange sur le sol. Finalement, ce n'était qu'un tas de vêtements. Le plus troublant, c'est que quelques années plus tard, je naviguais sur un site d'histoire paranormale et je suis tombé sur exactement la même histoire. Un rêve avec deux versions des parents, le réveil, la course vers la chambre, et la masse étrange au sol qui s'avère être du linge. Ça m'a complètement perturbé. Je me suis demandé si, plus jeune, j'avais posté cette histoire et l'avais oubliée, ou si je l'avais lue avant et que mon cerveau avait fabriqué un faux souvenir. Quoi qu'il en soit, ça me met encore mal à l'aise aujourd'hui. La troisième histoire est plus récente, il y a environ 2 à 4 ans. J'étais tranquillement dans ma chambre, seul à la maison, quand je me suis levé et que j'ai commencé à entendre des bruits très nets. On aurait dit que la télévision était allumée en bas. Cela n'arrivait que lorsque je me tenais à un certain endroit de la pièce. L'ambiance autour de moi semblait étrange, comme si tout était flou ou irréel. Cela s'est reproduit une autre fois, sauf que cette fois-là, j'entendais de la musique de fête foraine. Je vis chez mes grands-parents avec ma mère, dans un quartier plutôt calme et sans grand intérêt particulier. Il ne se passe jamais grand-chose ici. La plupart de mes journées se ressemblent, et j'ai pris l'habitude de sortir plusieurs fois par jour sur la terrasse pour fumer. C'est devenu un geste automatique, presque mécanique, quelque chose que je fais sans même y penser. Il y a environ 4 mois, je suis sorti comme d'habitude. Rien d'inhabituel au départ. L'air était calme, le quartier silencieux. Puis j'ai entendu le bruit d'un avion qui approchait au-dessus de moi. J'ai levé les yeux pour le chercher dans le ciel et je l'ai vu apparaître entre les nuages. À ce moment précis, mon attention a été attirée par une voiture rouge qui passait dans la rue devant la maison. Je l'ai regardée quelques secondes, sans raison particulière. Et soudain, sans aucun signe avant-coureur, la voiture a commencé à reculer. Pas à ralentir, pas à s'arrêter pour faire marche arrière. Elle s'est simplement mise à se déplacer en sens inverse, comme si le temps venait de se retourner pour elle. Mon cerveau a mis 1 ou 2 secondes à comprendre ce que je voyais, comme si mon esprit refusait d'accepter l'information. Presque aussitôt, j'ai relevé la tête vers le ciel. L'avion que j'observais venait de faire la même chose. Il avançait à l'envers, dans la direction opposée à celle vers laquelle il était orienté, avant de reprendre soudainement sa trajectoire normale, comme si rien ne s'était passé. Le tout n'a duré que quelques secondes, mais l'effet a été immédiat et violent. Je suis sûr que tout cela peut s'expliquer par le fait que mon cerveau ait simplement tout inventé, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Mon meilleur ami d'enfance est mort tragiquement et de manière totalement inattendue à l'été 2018. Quand je dis meilleur ami d'enfance, je veux dire qu'il était presque comme mon jumeau. Nous avions 9 jours d'écart et nous étions proches littéralement depuis le jour de sa naissance. Nous avons grandi ensemble, appris à marcher ensemble, avons été le premier baiser l'un de l'autre à 4 ans, etc. Nous sommes restés proches jusqu'au jour de sa mort, et il était vraiment comme mon frère jumeau, d'autant plus que nous étions tous les 2 enfants uniques. Je crois en Dieu, au paradis et au concept d'une vie après la mort, à la réincarnation, et j'ai vu beaucoup de signes venant de lui depuis son décès. Par exemple, un jour j'ai dit à voix haute « Donne-moi un signe que tu es là » et un avion a survolé ma tête. Il était pilote et c'est ainsi qu'il est mort. J'ai ensuite ajouté « Ce n'est qu'une coïncidence » et immédiatement un autre avion est passé. Une autre fois, à Disneyland, nous faisions la queue pour Thunder Mountain et un petit oiseau nous suivait en sautillant sur les poutres au-dessus de nous. J'ai fait une remarque du genre « On dirait que c'est mon ami » et à ce moment-là l'oiseau s'est posé sur ma tête. J'ai des témoins pour celui-là.
Mais le plus marquant a été un rêve que j'ai fait. C'était environ 2 mois après sa mort. Dans le rêve, lui, moi et plusieurs autres personnes étions à une fête dans l'ancienne maison de ma tante à Phoenix. Ni lui ni moi n'avons jamais vécu à Phoenix, donc je ne sais pas pourquoi c'était là. Dans le rêve, je savais qu'il était mort, et je pleurais en le serrant dans mes bras en lui disant « Comment est-ce que tu es là? Comment est-ce possible ?» Il m'a simplement serré contre lui et m'a dit « Ça n'a pas d'importance comment je suis ici, je ne peux pas t'expliquer, mais je suis là. » Il avait l'air heureux, en bonne santé, tout allait bien. Rien que d'écrire ça me fait pleurer. Comme je l'ai dit, ce n'est pas exactement un glitch, mais tout ce que j'ai vécu depuis la mort de mes proches, et surtout tout ce qui concerne lui, a définitivement ancré en moi la conviction que cette vie n'est pas la seule. Je vivais à l'époque un peu à l'écart de la ville, au bout d'une longue allée privée. Pendant ma 2e année de lycée, un camarade de classe avait emprunté cette route tard dans la nuit. Il avait perdu le contrôle de sa voiture et s'était encastré dans un arbre. Il était mort sur le coup. L'accident avait marqué tout le monde, et cette portion de route avait depuis une atmosphère étrange, comme si quelque chose y était resté accroché. Quelques mois plus tard, en plein hiver, quelque chose d'encore plus troublant s'est produit. Il était environ 21 heures. Dehors, la nuit était totalement noire et la neige recouvrait le sol en une couche épaisse et silencieuse. Notre maison était assez grande et étendue. Ce détail compte, parce que nous étions tous répartis à différents endroits à ce moment-là. J'étais au sous-sol, ma mère se trouvait dans la buanderie, ma tante était dans sa chambre de l'autre côté de la maison, et ma grand-mère se trouvait à l'étage, dans le salon, à bonne distance de l'entrée. Soudain, nous avons tous entendu la même chose. 3 coups nets frappés contre la porte d'entrée. Pas un bruit vague, pas un frottement, mais 3 coups clairs et distincts. Presque synchronisés. Chacun de nous a réagi immédiatement, surpris, et nous nous sommes tous dirigés vers la porte en même temps. Quand nous l'avons ouverte, il n'y avait absolument personne. Le silence était total. La neige fraîche recouvrait le sol sans aucune trace de pas, pas la moindre empreinte menant à la maison ou s'en éloignant. C'était comme si personne n'avait jamais été là. Un malaise s'est installé, lourd et difficile à ignorer, mais personne n'a rien dit. On a fini par refermer la porte et tenter de reprendre nos activités. C'est à ce moment-là que j'ai repensé à mon camarade de classe et à l'accident survenu sur cette même route. Une intuition étrange m'a traversé l'esprit, et sans trop réfléchir, j'ai pris mes clés et je suis monté dans ma voiture. Je voulais vérifier, juste au cas où. En descendant l'allée, les phares ont éclairé quelque chose d'anormal un peu plus loin. Une voiture avait glissé sur la glace à l'entrée du chemin et s'était retournée sur le toit. Le conducteur était encore coincé à l'intérieur, visiblement choqué mais vivant. J'ai immédiatement appelé les secours et ils sont arrivés rapidement. Heureusement, il s'en est sorti, malgré la violence de l'accident. Certains ne penseront peut-être pas que c'est le bug le plus effrayant, mais sur le moment j'ai été complètement bouleversé. Au début de l'année 2010, je suis allé au cinéma avec mon bon ami G pour voir le nouveau film The Book of Eli. Il venait tout juste de sortir. Notre petite ville agricole était tellement isolée que aller au cinéma était assez rare, mais ce jour-là nous étions tous les deux étonnamment enthousiastes à l'idée de voir ce film. Pour donner une idée, nous devions conduire environ 1h30 pour atteindre le cinéma le plus proche. Nous arrivons, nous nous installons à nos places et je regarde les publicités quand un fort sentiment de déjà-vu me frappe. Pas seulement l'impression d'avoir déjà été dans cette salle, mais d'y être avec Jay, pour regarder The Book of Eli, assis exactement de la même manière, alors que cela n'était jamais arrivé auparavant. Au lieu de disparaître comme les autres sensations de déjà-vu que j'avais connues, celle-ci devenait de plus en plus intense à mesure que le film avançait. Dès la première scène jusqu'au twist final, j'avais l'impression de revoir le film pour la seconde fois. Je donnais des petits coups de coude à G en lui disant ce qui allait se passer, comme « il va rater le premier tir, le deuxième va toucher mais il ne se passera rien », ou encore « ils vont se réfugier dans une vieille maison et il y aura plein d'armes dans le canapé ». Ce n'étaient pas des choses qu'on pouvait deviner au hasard.
Les premières fois, mon ami m'a simplement dit de me taire et de regarder le film, mais au fur et à mesure que je prédisais correctement les événements, il a commencé à flipper lui aussi. À la toute fin, je savais sans aucun doute possible quel serait le retournement final et je n'ai pas pu m'empêcher de le lui dire. Quand le film s'est terminé, il s'est levé brusquement et est sorti de la salle presque furieux. Quand je l'ai rejoint dehors, il était en colère contre moi et disait que j'avais forcément vu le film sans lui. Je lui ai juré qu'il était impossible que j'y sois allé sans lui et que je ne lui mentirais jamais à ce sujet. C'était mon plus vieil ami et, comme je l'ai dit, aller au cinéma dans notre ville était un événement important. Nous sommes rentrés en silence pendant que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer, tandis que lui ruminait l'idée que je lui avais menti juste pour m'amuser et que je refusais de l'admettre. Une fois arrivé chez moi, j'ai demandé à ma petite amie d'expliquer à G que j'avais été à la maison tout le week-end et je lui ai demandé si nous étions allés au cinéma. Elle a répondu « Pas depuis Zombieland » et G a crié, paniqué, mais il connaissait tout le film. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est réellement produit, mais je m'en souviendrai toujours comme de l'événement le plus étrange et le plus inexplicable de toute ma vie. Quand j'étais enfant, il se passait souvent des choses étranges dans la maison où je vivais, mais celle-ci est restée gravée dans ma mémoire plus que toutes les autres. J'avais environ 11 ans à l'époque. Ce jour-là, j'avais besoin de récupérer quelque chose dans la salle de bain de mes parents. J'ai frappé à la porte une première fois, sans réponse. J'ai frappé une seconde fois, toujours rien. Pensant que la pièce était vide, j'ai ouvert la porte en annonçant que j'entrais. La salle de bain était grande, avec une douche fermée par un rideau opaque. Avant d'entrer complètement, j'ai regardé à travers l'ouverture pour vérifier si quelqu'un s'y trouvait. Je n'ai vu personne. La douche semblait vide, aucun bruit d'eau, aucun mouvement. Je suis donc entré, j'ai pris rapidement ce dont j'avais besoin, puis je suis ressorti sans me poser plus de questions. Environ 10 minutes plus tard, mon père est descendu les escaliers, visiblement agacé. Il m'a demandé pourquoi j'étais entré dans la salle de bain pendant qu'il se douchait. J'ai cru qu'il plaisantait, puis j'ai compris qu'il était sérieux. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible, que j'avais vérifié, que la pièce était vide et que je n'avais vu ni entendu personne. Il m'a répondu qu'il m'avait pourtant crié plusieurs fois de sortir et que je l'avais complètement ignoré. J'avais un ami avec qui j'étais incroyablement proche. Malgré les 1000 kilomètres qui nous séparaient, nous semblions toujours ressentir l'état physique et émotionnel de l'autre. Quand il oubliait de manger, j'avais faim. Quand je buvais un verre, il se retrouvait ivre lui aussi, et ainsi de suite. Un matin, j'étais sous la douche quand soudain j'ai été frappé par un mal de tête fulgurant. Tout le côté gauche de mon corps me semblait étrange. Mon audition était comme étouffée, ma vision troublée, ma main me picotait et ma jambe ne me soutenait presque plus. À cela s'ajoutait une tristesse écrasante, si intense que je me suis effondré à genoux et j'ai pleuré pendant de longues minutes. Quand je suis sorti de la douche, je me suis regardé dans le miroir et je pouvais sourire, parler, réfléchir, marcher normalement. J'ai donc mis ça sur le compte d'une migraine violente et je me suis allongé un moment. Cette sensation de malaise a fini par disparaître et j'ai repris ma routine habituelle. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de la femme de mon ami, ce qui était très étrange car elle et moi ne nous entendions pas du tout. À tel point que je n'avais pas parlé à mon ami depuis 1 an, car la simple évocation de mon nom la mettait dans une rage folle et elle l'accusait de me tromper avec elle, ce qui n'a jamais été le cas. Son message m'annonçait que mon ami était décédé le matin même où je m'étais effondré sous la douche. Il avait fait un anévrisme dans leur cuisine, apparemment provoqué par une réaction indésirable à la chimiothérapie qu'il suivait pour un cancer du cerveau. Mon beau-père est décédé un soir vers 21h, chez lui, alors que plusieurs amis et membres de la famille se trouvaient dans la maison. Il se battait contre un cancer du pancréas depuis plusieurs mois, et même si nous savions tous que la fin approchait, le moment restait difficile à accepter. Il était suivi en soins palliatifs à domicile depuis quelques jours, et nous étions présents pour l'accompagner autant que possible. La nuit a été lourde, silencieuse, presque irréelle.
Puis le lendemain matin, quelque chose d'étrange s'est produit. Son téléphone portable, posé là alors qu'il n'était plus en vie depuis plusieurs heures, a reçu un message. Il venait d'une amie de longue date, quelqu'un qui connaissait sa maladie mais ignorait totalement à quel point son état s'était dégradé ces derniers jours. Le message disait ceci. « Salut J. J'ai rêvé de toi ce matin. J'aimerais tellement te voir, ou au moins t'entendre. Ta voix, ton rire, ton accent me manquent. Est-ce qu'on pourrait se parler aujourd'hui? J'aimerais savoir comment tu vas. Dans mon rêve tu souriais. Tu ne disais rien, tu me regardais juste et tu souriais. C'était un beau rêve. » Quand nous avons lu ce message, un profond malaise nous a traversés. Ma femme et moi avons immédiatement fait une capture d'écran tant le moment nous a semblé irréel. Le timing était trop précis pour être ignoré. Elle avait rêvé de lui exactement la nuit où il était mort, sans savoir que c'était arrivé, et dans son rêve il ne parlait pas, il se contentait de sourire. Pas moi, mais mon arrière-grand-père. Ma grand-mère m'a raconté l'histoire de son père qui était soldat dans l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle m'a dit qu'il se trouvait sur le champ de bataille, désarmé après avoir perdu un œil. Il se sentait étourdi, comme s'il allait s'évanouir, et tandis qu'il fermait lentement les yeux, il a eu une hallucination de ma grand-mère, qui avait alors 9 ans. Elle se tenait devant lui, l'appelait et lui disait de venir vers elle en souriant. Il a commencé à ramper, faisant de son mieux pour bouger son corps malgré sa blessure par balle. Lorsqu'il est enfin arrivé devant elle, elle a cessé de sourire et a disparu. Juste après, il a entendu un bruit assourdissant derrière lui. Une bombe est tombée exactement à l'endroit où il se trouvait auparavant. Il a toujours dit que ma grand-mère lui avait sauvé la vie. Il est mort dans les années 80, je ne l'ai jamais connu, c'est ma grand-mère qui m'a raconté tout cela. Une autre chose qu'elle m'a racontée récemment concerne l'époque où ma mère grandissait. Ma grand-mère et mon grand-père s'étaient séparés. Quelques années plus tard, vers les années 80, ma grand-mère avait un ami nommé Lonka. Ils vivaient tous en Russie. Il était follement amoureux d'elle et elle le rejetait sans cesse. Lui et ma mère s'entendaient très bien. Il venait souvent à la maison, l'aidait pour ses devoirs et lui donnait des conseils. C'était quelqu'un de bien. Quand j'ai demandé à ma mère qui il était, elle m'a dit que lui et ma grand-mère prévoyaient de se marier, mais ma grand-mère a nié cela. Elle a dit qu'il lui avait seulement proposé le mariage pour l'aider financièrement et qu'elle avait refusé. Quoi qu'il en soit, après quelques années, ils se sont peu à peu éloignés et ont fini par ne plus se parler. Une nuit, alors que ma grand-mère se préparait à aller se coucher, elle a ressenti une sensation très étrange. Elle a haussé les épaules et est allée dormir. 1 heure environ plus tard, elle s'est réveillée avec la même sensation, mais 10 fois plus forte. Cela l'angoissait énormément, car elle avait l'impression que quelque chose allait arriver. Elle a essayé de se rendormir, puis soudain elle a eu la sensation d'être étranglée. Elle avait du mal à respirer, ressentait une véritable douleur autour du cou, elle a commencé à tousser et a eu très peur. Puis, d'un coup, tout s'est arrêté. Elle allait de nouveau bien. Elle s'est levée, est sortie prendre l'air, puis est rentrée et a appelé le fils de Lonka, qui vivait avec lui à ce moment-là. Elle lui a demandé d'aller vérifier son père de toute urgence, même s'il était très tard. Son fils ne l'a pas trouvé à la maison, alors il est sorti le chercher. Lonka a été retrouvé le lendemain matin dans les bois, pendu avec une corde autour du cou. J'étais assis dans le salon chez ma grand-mère, j'avais environ 8 ans. Rien de particulier ne se passait. Ma grand-mère, mon père et mon grand-père discutaient tranquillement de choses sans importance. L'ambiance était calme, ordinaire, presque ennuyeuse. Puis, sans vraiment savoir pourquoi, j'ai interrompu la conversation pour poser une question qui m'est venue d'un coup à l'esprit. J'ai demandé ce qu'était devenu mon oncle, le frère de mon père. On ne parlait presque jamais de lui. Il avait toujours été un peu à part dans la famille, quelqu'un dont on évitait le sujet sans jamais vraiment expliquer pourquoi. Le silence qui a suivi ma question était étrange, mais bref. Mon père a répondu très simplement qu'il était mort.
Ma grand-mère a ajouté, sur le même ton neutre, qu'il avait été percuté par un lampadaire. Aucun changement d'intonation, aucune émotion visible. Comme s'il parlait de la météo ou d'un souvenir banal. Puis, aussitôt après, ils ont repris leur conversation comme si rien n'avait été dit. Je me souviens avoir regardé mon grand-père à ce moment-là. Il avait l'air complètement perdu, presque choqué, comme s'il venait d'entendre quelque chose qui n'avait aucun sens. Personne n'avait parlé de mon oncle depuis des mois, et encore moins annoncé sa mort. Personne n'aurait pu être au courant de quoi que ce soit à ce moment précis. Quelques minutes plus tard, le téléphone a sonné. Mon grand-père a décroché. C'était la compagne de mon oncle. Elle appelait pour annoncer qu'il était décédé au petit matin, vers 6 heures. Il marchait dans la rue quand une camionnette de livraison a glissé sur du verglas, a percuté un lampadaire, et celui-ci s'est effondré sur lui. Le silence qui a suivi cet appel était lourd. Tout le monde a compris ce que cela signifiait, sans oser vraiment le dire. Les mots prononcés quelques minutes plus tôt venaient de prendre un sens impossible à ignorer. Dans ma famille, on a toujours dit que la lignée de ma grand-mère avait quelque chose d'étrange, une sorte d'intuition anormale. Certains parlaient de pressentiment, d'autres de dons qu'on préférait ne pas trop regarder en face. Cet événement a renforcé cette idée. Et ce n'était pas la seule fois où quelque chose d'inexplicable s'est produit autour de ma famille paternelle. Quand mon fils avait environ 5 ans, il m'a fait vivre plusieurs moments qui m'ont profondément troublé. Encore aujourd'hui, j'y repense parfois et ça me laisse un drôle de sentiment. L'un de ces souvenirs me revient souvent, surtout parce que je n'ai jamais trouvé la moindre explication logique. C'était en plein hiver. Il était malade depuis un moment, rien de très clair au début, juste de la fatigue, de la mauvaise humeur et des petits symptômes qui allaient et venaient. On a fini par apprendre plus tard que c'était une mononucléose, mais à ce moment-là, on ne comprenait pas vraiment ce qu'il avait. Ce jour-là, je l'emmenais chez mes beaux-parents avec son frère. Il faisait froid dehors, le chauffage de la voiture tournait à fond et la radio jouait doucement. Je conduisais en silence, concentré sur la route. Mon fils était à l'arrière, un peu grognon, comme souvent quand il ne se sentait pas bien. À un moment, une pensée m'a traversé l'esprit. Rien de spécial, juste une réflexion intérieure. Je me suis dit que j'allais essayer de regarder sa gorge une fois arrivé, voir si elle était rouge ou enflammée, même s'il refusait habituellement que je le fasse. Je n'ai pas bougé les lèvres, je n'ai pas murmuré, je n'ai rien dit à voix haute. C'était vraiment juste une pensée. Et c'est là que ça s'est produit. Sans prévenir, il a parlé depuis la banquette arrière et a dit très clairement, « Oui maman, tu pourras regarder ma gorge. » J'ai eu un léger sursaut. J'ai d'abord cru que j'avais parlé sans m'en rendre compte. Alors je lui ai demandé, un peu troublé, « Attends, est-ce que je viens de te dire ça à voix haute? Est-ce que je t'ai demandé si je pouvais regarder ta gorge? » Il m'a regardé dans le rétroviseur, avec un petit sourire presque amusé, et m'a répondu très calmement, « Non. Je t'ai entendu le dire dans ta tête. » Sur le moment, j'ai eu un vrai moment de flottement. Mon esprit cherchait désespérément une explication rationnelle. Peut-être que j'avais bougé les lèvres sans m'en rendre compte. Peut-être qu'il avait deviné, ou que c'était une coïncidence incroyable. Mais la façon dont il l'a dit, tellement naturelle, comme si c'était la chose la plus normale du monde, m'a mise profondément mal à l'aise. Je n'ai pas insisté. J'ai continué à conduire, essayant de rester calme, mais à l'intérieur, j'étais complètement déstabilisé. Ce n'était pas la première fois qu'il disait des choses étrangement précises, mais c'était la première fois que ça me frappait à ce point. J'en ai parlé récemment, mais cette histoire me hante encore aujourd'hui. Quand j'étais enfant, à la fin des années 90, je me souviens très clairement d'un restaurant Star Wars où j'étais allé avec mon père. Ce n'était pas un simple fast-food à thème, c'était un endroit entièrement plongé dans l'univers de la saga. Les murs étaient bleus, éclairés par des lumières blanches presque futuristes. Il y avait des touches de noir et de gris partout. Dans des vitrines en verre,
on voyait des bustes de Dark Vador et de Stormtrooper. Des affiches couvraient les murs, des sabres laser étaient accrochés un peu partout, et même le jukebox était décoré comme ces 3 pots. Je me souviens très bien du repas. Le burger était excellent, les frites épaisses et croustillantes. La serveuse portait une chemise blanche, un pantalon noir et un tablier sombre, et elle avait les cheveux coiffés en 2 chignons rappelant ceux de la princesse Leia. Elle plaisantait avec moi, me demandait quel personnage je préférais, et à la fin elle m'a même laissé choisir un petit objet souvenir. J'avais pris une figurine de Luke Skywalker, minuscule, que j'avais glissée dans ma poche. J'avais aussi gardé quelques serviettes en papier décorées du logo Star Wars en bleu. Le lendemain, j'ai supplié mon père d'y retourner. J'étais obsédé par cet endroit et je voulais y manger encore une fois. Il a fini par accepter. On a repris la voiture, on est retourné exactement là où je me souvenais être allé la veille. Mais à notre arrivée, il n'y avait rien. Pas de restaurant. Pas même un bâtiment abandonné. Juste un terrain vague rempli de gravats, comme si quelque chose avait été démoli depuis longtemps. On a cru s'être trompé de rue, alors on a tourné dans les environs, encore et encore. On a demandé aux gens du quartier. Personne n'avait jamais entendu parler d'un restaurant Star Wars dans le coin. Personne ne voyait de quoi on parlait. Plus on cherchait, plus la situation devenait absurde. C'était comme si l'endroit n'avait jamais existé. La seule preuve que je n'avais pas tout imaginé se trouvait dans mes poches. La petite figurine de Luke Skywalker était toujours là. Et les serviettes en papier, pliées et un peu froissées, portaient toujours les motifs bleus de Star Wars. Elles venaient de quelque part. Je ne pouvais pas les avoir inventées. Quand j'étais enfant, peut-être 8 ou 9 ans, il m'est arrivé quelque chose que je n'ai jamais vraiment réussi à expliquer. J'étais dans la salle de bain, assis sur les toilettes, tranquillement, sans rien faire de particulier. La douche était juste à côté de moi, ouverte, avec le pommeau fixé au mur et orienté vers l'intérieur de la cabine, pas très loin de ma tête. Je me souviens que je regardais le pommeau sans raison précise. J'étais perdu dans mes pensées, comme on peut l'être à cet âge. Et à un moment, une idée un peu stupide m'a traversé l'esprit. Je me suis dit que ce serait drôle si l'eau se mettait à couler toute seule et m'arrosait pendant que j'étais assis là. Je savais parfaitement que ça n'allait pas arriver, puisque le robinet était fermé et que je n'avais pas bougé. Pourtant, je continuais à fixer la douche, presque distraitement. Je ne sais pas combien de temps j'ai regardé ainsi. Peut-être quelques secondes, peut-être plus. Et puis, sans aucun avertissement, l'eau s'est mise à couler d'un coup. Pas longtemps, juste une fraction de seconde, mais assez pour m'éclabousser clairement. J'ai sursauté, complètement choqué. L'eau s'est arrêtée aussitôt, comme si rien ne s'était passé. Je me souviens très bien de cette sensation de surprise totale. Mes vêtements étaient mouillés, ma peau aussi. Je n'avais pas touché le robinet, mes mains étaient bien loin de la douche. Je savais que je n'avais rien actionné. Et pourtant, l'eau venait clairement de couler. Je suis resté assis là pendant quelques secondes, complètement figé, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Mon cœur battait vite, pas de peur panique, mais d'un mélange de confusion et d'incrédulité. J'ai vérifié le robinet, regardé autour de moi, cherché une explication logique, mais rien ne collait. Avec le temps, j'ai souvent repensé à ce moment. Je me suis demandé si j'avais imaginé une partie de la scène, si mon esprit d'enfant avait exagéré ou transformé le souvenir. Mais le fait est que je me rappelle très clairement avoir été mouillé, et je me rappelle aussi cette sensation étrange d'avoir, d'une certaine façon, provoqué quelque chose sans le vouloir. Un après-midi pluvieux, j'avais 6 ou 7 ans. Je marchais dans le couloir pour aller dans ma chambre, sans vraiment faire attention à quoi que ce soit. En passant la porte, mon regard s'est posé presque automatiquement sur la fenêtre, qui se trouvait juste en face. Cette fenêtre avait un verre particulier, légèrement déformant, conçu pour empêcher les gens de voir clairement à l'intérieur comme de l'extérieur. Et pourtant, à travers ces distorsions, j'ai vu quelque chose.
Je ne saurais pas dire exactement ce que c'était. Une forme immense, d'un rose vif presque irréel, occupait tout l'espace derrière la vitre. Elle devait faire au moins 3 mètres de haut. Ce n'était pas une silhouette précise, plutôt une masse, comme si quelque chose de trop grand s'était approché bien trop près de la maison. Pendant une seconde, je suis resté figé, incapable de comprendre ce que je regardais. Mon esprit d'enfant cherchait une explication logique, mais rien ne collait. Pris de panique et de curiosité à la fois, j'ai décidé de courir vers la porte latérale de la maison pour voir l'extérieur directement. Il pleuvait fort, le sol était mouillé, et il ne me manquait qu'un pas ou deux pour tourner le coin et enfin voir ce qui se trouvait là. C'est à ce moment précis que j'ai glissé. Je suis tombé violemment en arrière et l'arrière de ma tête a frappé le carrelage avec force. Pendant une fraction de seconde, tout est devenu flou. Je me suis redressé en m'attendant à ressentir une douleur intense, mais étrangement, rien. Pas de vertige, pas de brûlure, pas même un léger mal de tête. Comme si la chute n'avait jamais eu lieu. Encore un peu sonné, je me suis relevé et j'ai avancé jusqu'à l'endroit d'où je pouvais voir dehors. Il n'y avait absolument rien. Le jardin était vide, la pluie tombait calmement, et rien ne trahissait la présence de quoi que ce soit d'anormal. Pas de traces, pas de mouvement, rien. La masse rose avait disparu sans laisser la moindre preuve de son existence. Quand j'étais enfant, j'avais environ 7 ou 8 ans, on avait un chien qui s'appelait Maggie. Je ne me souviens plus de sa race, seulement qu'elle faisait vraiment partie de la famille. Un soir, elle était sortie dans le jardin derrière la maison. Mes parents m'ont demandé d'aller la chercher pour la faire rentrer. Je suis sorti sur la terrasse et je l'ai appelée. Le jardin était assez grand, avec un champ au fond et quelques arbres, et Maggie se trouvait à quelques mètres de moi. Elle s'est retournée vers moi, m'a regardé, et j'ai pensé qu'elle allait venir tout de suite. Mais au bout de quelques secondes, quelque chose d'étrange s'est produit. Depuis le fond du jardin, derrière elle, une voix d'homme a répété exactement ce que je venais de dire. La même phrase, le même ton, comme un écho parfaitement humain. Maggie, viens. Ce n'était pas un bruit déformé ou lointain, c'était une voix claire, distincte. J'ai senti mon ventre se nouer instantanément. Maggie s'est figée et a tourné la tête dans la direction de la voix. Elle avait l'air aussi confuse que moi. À ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. Mon premier réflexe a été de penser que quelqu'un se cachait dans le champ et essayait de l'attirer. J'ai crié de nouveau, plus fort, en l'appelant vers moi. Et encore une fois, la voix d'homme a répété exactement la même chose, comme si elle se moquait de moi. Maggie ne savait plus vers qui aller. Elle regardait tantôt vers moi, tantôt vers l'obscurité derrière elle. Mon cœur battait à toute vitesse. J'ai paniqué, je suis rentré en courant dans la maison en hurlant à mes parents que quelqu'un essayait de voler notre chien. Ils sont sortis immédiatement avec moi, mais dehors, tout était silencieux. Plus aucune voix. Personne dans le jardin. Maggie est revenue calmement vers nous comme si rien ne s'était passé. Mes parents ont essayé de me rassurer. Ils m'ont dit que c'était sûrement un voisin ou un écho bizarre, que j'avais du mal à entendre. Mais moi, je savais ce que j'avais entendu. Ce n'était pas un bruit vague ou un son déformé par le vent. C'était une voix claire, humaine, qui imitait parfaitement la mienne. Hier, au travail, une cliente m'a demandé si nous avions un produit précis en rayon. Je savais déjà que ce n'était pas le cas, mais que notre boutique en ligne le proposait, alors j'ai sorti mon téléphone pour faire une recherche rapide sur Google et lui confirmer. Jusque-là, rien d'étrange. Pendant que je regardais l'écran, elle m'a posé une autre question, à propos d'un article totalement différent. Un produit que je ne connaissais pas du tout et qui n'avait absolument aucun lien avec le premier. Je me souviens m'être dit intérieurement que ça ne me disait rien et que je n'avais aucune idée de ce que c'était. Quand je suis retourné sur Google pour faire une nouvelle recherche, quelque chose m'a immédiatement mis mal à l'aise. Le nom du second produit apparaissait déjà dans la barre de recherche. Je ne l'avais pas tapé.
Je n'en avais même pas parlé à voix haute. Je n'avais pas activé la recherche vocale, et mon téléphone était simplement posé dans ma main, écran allumé, rien de plus. Sur le moment, j'ai essayé de me convaincre qu'il devait y avoir une explication logique. Peut-être que l'algorithme avait fait une association étrange. Peut-être que le mot ressemblait vaguement à autre chose que j'avais cherché auparavant. Mais plus j'y pensais, moins ça tenait debout. Le produit n'avait aucun lien avec le premier, ni par la marque, ni par la catégorie, ni même par le type d'objet. Ce qui m'a le plus troublé, ce n'est pas seulement que le mot soit apparu, mais la sensation très nette que la recherche avait anticipé ma pensée. Comme si l'instant où la cliente avait formulé sa question, quelque chose avait déjà capté l'information avant même que je décide d'agir. Quand j'avais environ 7 ans, je ne savais pas vraiment nager. On était dans une piscine intérieure avec mes cousins, mon oncle et mes grands-parents. J'étais jeune, un peu trop sûr de moi, et je voulais montrer que j'étais capable de me débrouiller seul. Il y avait un petit rebord tout autour du bassin, juste assez large pour s'y accrocher, et je me suis mis en tête de faire tout le tour sans aide. Au début ça allait. Je m'agrippais au bord, je me déplaçais lentement, persuadé que je gérais la situation. Puis à un moment, ma main a glissé. J'ai perdu l'appui et je suis tombé en arrière dans l'eau. Je ne savais pas nager, pas vraiment. J'ai paniqué presque immédiatement. J'essayais de bouger mes bras et mes jambes, mais tout me semblait lourd et confus. L'air me manquait, ma poitrine brûlait, et je sentais la peur monter d'un coup, violente et incontrôlable. Juste au moment où j'ai cru que je n'allais plus tenir, une main m'a attrapé. Mon oncle m'a sorti de l'eau et m'a ramené là où j'avais pied. Je me souviens encore de la sensation de l'air qui revient dans mes poumons, de mes jambes qui tremblaient. Il s'est penché vers moi et m'a dit calmement quelque chose comme « accroche-toi toujours ». À l'époque, dans ma tête d'enfant, j'ai compris ça très littéralement. Je me suis dit que la prochaine fois, je tiendrais mieux le bord de la piscine. Les années ont passé. Cet oncle est décédé il y a quelque temps. Dans son testament, il m'a laissé une chaîne, un objet auquel il tenait beaucoup. Je l'ai portée longtemps, presque comme un porte-bonheur. Puis un jour, elle a disparu. Impossible de remettre la main dessus. J'ai retourné ma chambre, fouillé chaque tiroir, chaque sac, chaque recoin de la maison. Pendant des jours, j'ai cherché sans relâche. Elle comptait énormément pour moi, bien plus que je ne voulais l'admettre. Et puis, un jour, sans explication, je l'ai retrouvée. Elle était posée bien en évidence sur ma table, comme si quelqu'un l'y avait déposée volontairement. Je suis resté figé devant, incapable de comprendre comment elle avait pu arriver là. J'ai d'abord pensé qu'un membre de ma famille l'avait retrouvée et remise à sa place, mais personne ne se souvenait l'avoir vue ni déplacée. C'est à ce moment-là que j'ai repensé à cette journée à la piscine. À mon oncle qui me disait de toujours m'accrocher. À la manière dont, des années plus tard, je m'étais accroché à cette chaîne, refusant d'abandonner l'idée de la retrouver. Comme si, d'une façon étrange, ce conseil m'avait suivi toute ma vie sans que je m'en rende compte. Ce qui me trouble encore plus, c'est que quand j'ai reparlé de cet accident à ma famille, personne ne s'en souvenait. Personne ne se rappelait cette sortie à la piscine. Pas même l'endroit. Pourtant, moi, je revois tout très clairement. La forme du bassin, la lumière, l'endroit exact où j'ai glissé. Tout est encore là, intact dans ma mémoire. Une fois, avec quelques amis, on a fait un long trajet en voiture depuis le New Jersey jusqu'à Washington, puis jusqu'à Nashville pour une convention. Le voyage en lui-même était déjà épuisant, mais la fin a été la pire partie. Entre les heures de route, le manque de sommeil et l'excitation constante, on roulait presque en pilote automatique. C'était au milieu de la nuit, quelque part après Washington. La route était presque entièrement vide. À un moment, on est tombé sur une zone de travaux. Rien d'inhabituel en apparence. On a ralenti et on s'est arrêté devant un panneau stop tenu par un ouvrier au milieu de la route. Il faisait nuit noire, il n'y avait presque aucun éclairage, juste nos phares qui découpaient un petit morceau de route devant nous.
Sur le moment, on n'a rien trouvé de bizarre. On s'est dit qu'il gérait simplement la circulation. On a attendu quelques secondes, puis on a repris la route quand on a pu passer. Mais quelques kilomètres plus loin, quelque chose a commencé à me déranger. Un malaise diffus, difficile à expliquer. J'ai repensé à la scène, encore, et plus j'y pensais, moins elle me semblait logique. Il n'y avait aucun engin de chantier. Aucun bruit. Aucun cône, aucune lumière clignotante. Juste cette silhouette immobile, debout au milieu de la route, tenant un panneau dans le noir complet. En parlant avec les autres, on a réalisé quelque chose d'encore plus troublant. Aucun de nous ne se souvenait de l'avoir vu bouger. Pas un geste. Pas un pas de côté. Rien. Comme une statue posée là, attendant simplement que des voitures passent. Quelqu'un a fini par plaisanter en disant que c'était peut-être un mannequin, ou une sorte d'installation artistique absurde. Mais plus on y réfléchissait, moins cette explication tenait la route. Pourquoi mettre quelque chose comme ça sur une route isolée, au milieu de la nuit, sans éclairage, sans signalisation visible avant ou après? L'idée de faire demi-tour nous a traversé l'esprit. On voulait comprendre. On voulait vérifier. Mais la fatigue était trop forte, et une sorte d'appréhension silencieuse s'était installée dans la voiture. Personne n'avait vraiment envie de revoir cet endroit. Alors on a continué à rouler, laissant cette scène derrière nous. Je rentrais chez moi en voiture, assez tard le soir, et j'étais à quelques minutes de mon quartier quand j'ai vu quelque chose qui m'a immédiatement semblé normal sur le moment. À une intersection, juste en face de moi, il y avait la voiture de mes parents. Je l'ai reconnue sans hésiter. Même modèle, même couleur, et surtout leur manière bien reconnaissable de faire des appels de phare. Ils m'ont fait un signe lumineux, et j'ai répondu en levant la main depuis le volant. J'ai clairement vu deux silhouettes à l'intérieur, exactement comme si c'était eux. Je me suis dit que c'était étrange qu'ils soient encore dehors à cette heure-là, vers 10 heures du soir, mais je n'y ai pas réfléchi plus que ça. On s'est croisés, chacun a continué sa route, et j'ai roulé jusqu'à la maison. Quand je me suis garé devant chez moi, quelque chose m'a immédiatement fait tiquer. Leur voiture était déjà là, garée exactement à sa place habituelle dans l'allée. J'ai d'abord cru que mon cerveau me jouait un tour, que j'avais mal vu plus tôt. Je suis resté quelques secondes dans la voiture, à fixer le capot, le cœur un peu plus rapide que d'habitude. Je suis entré dans la maison, et là, mes parents étaient tranquillement installés dans le salon en train de regarder la télévision, comme si de rien n'était. Je les ai regardés, puis j'ai jeté un coup d'œil vers la fenêtre, puis de nouveau vers eux. J'ai fini par leur demander s'ils étaient sortis récemment. Ils m'ont répondu non, qu'ils n'avaient pas quitté la maison de toute la soirée. Je leur ai raconté ce que j'avais vu. Leur voiture, les phares, les silhouettes, le signe de la main. En me voyant insister, leur expression a changé. Ils avaient l'air aussi troublés que moi. Le plus dérangeant, c'est que les personnes dans la voiture ne ressemblaient pas vaguement à mes parents. Elles leur ressemblaient parfaitement. Même posture, même geste, la même manière de conduire. Un jour, un ami et moi marchions tranquillement dans le quartier en discutant de choses un peu étranges, ce genre de conversation où l'on parle de coïncidences bizarres sans vraiment y croire. Rien de sérieux au départ. On échangeait juste des anecdotes, et comme il est assez facile à taquiner, j'ai commencé à pousser le truc un peu plus loin. Je plaisantais en disant que tout ça prouvait que la réalité fonctionnait comme dans Matrix. Il a tout de suite rejeté l'idée, en rigolant, en disant que c'était n'importe quoi. Alors j'ai insisté, toujours sur le ton de la blague. Je lui ai dit que si, vraiment, le monde était truqué, que tout ça n'était qu'une façade. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose de complètement absurde s'est produit. On a levé les yeux en même temps, et deux pans blancs ont traversé la rue juste devant nous. Pas un, deux. Ils avançaient tranquillement, parfaitement calmes, comme s'ils savaient exactement où ils allaient. On était dans un quartier résidentiel tout à fait normal, pas un parc, pas une propriété privée visible,
rien qui puisse expliquer leur présence. Ils ont traversé, ont contourné une maison, et ont tout simplement disparu. On s'est regardé sans rien dire, puis on a accéléré le pas pour aller voir derrière la maison. Rien. Aucun jardin ouvert, aucune clôture par laquelle ils auraient pu passer, aucune trace. Comme s'ils s'étaient évaporés. On a fini par en rire nerveusement et on a continué notre chemin. Quelques maisons plus loin, on entre chez un ami. Un type d'habitude assez désagréable était justement en train de partir. D'ordinaire, il ne nous adresse même pas la parole, mais cette fois, il nous a salués avec un grand sourire, presque trop aimable. Je me suis tourné vers mon pote avec un regard du genre « Tu vois bien que quelque chose cloche ». Et là, au moment où il franchit la porte pour sortir, la télévision allumée derrière lui diffuse une scène précise. Néo. La toute fin du film. Il s'envole dans le ciel et le générique commence. Je n'ai rien ajouté. Je me suis contenté de dire que je maintenais ce que j'avais dit plus tôt. On n'en a plus jamais reparlé. Sur le moment, j'avais commencé la conversation pour plaisanter. Mais après tout ça, je dois l'admettre, j'ai eu un vrai malaise. Quand j'étais petit, vers 5 ou 6 ans, j'avais une peluche à laquelle je tenais énormément. C'était un perroquet tout simple, mais je l'emmenais absolument partout avec moi. Il avait 3 petites plumes sur la tête, et l'une d'elles avait été mâchouillée par notre chien. C'était d'ailleurs comme ça que je le reconnaissais entre mille. Un jour, mon père et moi sommes allés à la station-service. J'étais assis à l'arrière de la voiture pendant qu'il entrait pour payer. Je jouais tranquillement avec mon perroquet, le faisant voler au-dessus de ma tête. À un moment, je l'ai posé derrière moi, contre le dossier, juste une seconde. Quand j'ai voulu le reprendre, ma main a attrapé le vide. J'ai fouillé autour de moi, sous le siège, sur le sol, partout. Il n'y avait rien. Le perroquet avait disparu. Quand mon père est revenu, je lui ai dit en panique que mon jouet avait disparu. On a fouillé toute la voiture ensemble, on a regardé sous les sièges, dans le coffre, même dehors autour de la voiture. Impossible de le retrouver. Il s'était comme volatilisé. J'étais triste mais aussi très confus, parce que je savais pertinemment que je l'avais avec moi quelques secondes plus tôt. Les années ont passé. J'avais environ 11 ans quand je suis allé chez un ami pour jouer. En entrant dans sa chambre, mon regard a été attiré par quelque chose posé dans un coin. Mon cœur a fait un bond. C'était le même perroquet. Exactement le même. Même forme, même couleur, et surtout la même plume mâchouillée sur la tête. Je l'ai attrapé immédiatement, certain que c'était le mien. Je lui ai demandé d'où il venait. Il m'a regardé bizarrement et m'a répondu qu'il n'en savait rien, que le jouet était apparu un jour dans le camion de son père, sans explication. À ce moment-là, j'ai senti un mélange de choc et d'incompréhension totale. Ce n'était pas juste un jouet similaire. C'était le mien. J'en étais absolument sûr. Une nuit, quand j'étais encore au lycée, un ami et moi marchions le long des voies ferrées dans le sud du Nouveau-Mexique. Il devait être environ 2 heures du matin. Tout était parfaitement calme. Pas de vent, pas de train au loin, pas même le bruit d'une voiture. On avançait tranquillement, les yeux rivés au sol pour éviter de trébucher sur les traverses, presque en pilote automatique. L'obscurité était profonde, mais pas inquiétante. Juste cette sensation particulière qu'on a la nuit, quand le monde semble suspendu et silencieux. Puis, sans le moindre avertissement, tout a changé. En une fraction de seconde, une lumière d'une intensité impossible s'est abattue sur nous, venue directement d'au-dessus. Pas une lueur diffuse, pas quelque chose de lointain. C'était comme si plusieurs projecteurs extrêmement puissants s'étaient allumés en même temps, braqués exactement sur l'endroit où nous nous tenions. Le sol, nos ombres, les rails, tout a été noyé dans cette clarté blanche et écrasante. Instinctivement, on a paniqué. Sans même se regarder, on s'est mis à courir aussi vite que possible, le cœur battant, sans réfléchir à la direction. Il n'y avait aucun bruit. Pas de moteur,
pas de souffle, pas de vibration. Juste cette lumière irréelle apparue de nulle part, puis disparut aussi brusquement qu'elle était venue. Quand on a fini par s'arrêter, essoufflé, on a levé les yeux vers le ciel. Il n'y avait absolument rien. Pas d'hélicoptère, pas d'avion, pas même un nuage inhabituel. Juste le ciel nocturne, calme et indifférent, comme si rien ne s'était produit. Quand j'avais environ 7 ans, je me suis réveillé très tôt un matin pour aller aux toilettes. Tout semblait normal au début, puis j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. Mes sens étaient différents, surtout mon ouïe. C'était comme si le monde avait soudainement monté le volume à un niveau insupportable. Je pouvais entendre des choses qui n'auraient jamais dû être audibles. Le simple contact de ma tête contre l'oreiller produisait un bruit énorme, presque douloureux. J'entendais le tissu du matelas frotter sous moi, chaque mouvement de mon corps résonnait comme si j'étais enfermé dans une caisse de résonance. Même ma respiration me semblait trop forte. Quand j'ai essayé de bouger, le froissement des draps m'a fait grimacer tant le son me traversait la tête. Je me suis levé pour aller aux toilettes, mais chaque pas amplifiait cette sensation étrange. Le moindre bruit prenait une ampleur absurde. Quand j'ai entendu l'eau couler dans la salle de bain, le son m'a littéralement frappé. Les gouttes résonnaient dans ma tête comme si elles tombaient à l'intérieur de mon crâne. J'avais l'impression que mes oreilles allaient exploser. J'étais terrifié, incapable de comprendre ce qui m'arrivait, persuadé que quelque chose n'allait pas chez moi. Pris de panique, je suis retourné me coucher en essayant de me recroqueviller, comme pour me protéger du bruit. J'ai fermé les yeux très fort et je me suis forcé à me rendormir, espérant que tout ça ne soit qu'un mauvais moment passager. Quand je me suis réveillé plus tard, tout était redevenu normal. Les sons étaient redevenus ordinaires, supportables, exactement comme avant. Cette hypersensibilité avait complètement disparu, sans laisser la moindre trace. Cela ne m'est jamais arrivé de nouveau. Quand j'ai eu 12 ans, le 12 décembre 2002 exactement, je suis parti un peu plus tôt que d'habitude pour aller acheter des bonbons avant l'école. Chez nous, c'était la tradition d'en apporter pour la classe le jour de son anniversaire. Le petit magasin se trouvait dans la direction opposée à l'école, alors j'ai fait un détour avant de revenir sur mes pas. En rentrant, je suis repassé devant la maison, mais cette fois je marchais de l'autre côté de la rue. D'habitude, mes frères et sœurs et moi longions toujours le trottoir du côté de chez nous. C'était plus logique, plus direct. Pourtant, ce matin-là, sans trop savoir pourquoi, j'étais du côté opposé. C'est à ce moment que j'ai vu ma sœur, qui avait 9 ans, et mon frère, qui en avait 7, sortir de la maison pour partir à l'école. Sans vraiment réfléchir, je leur ai fait signe de traverser pour me rejoindre. Sur le moment, ça n'avait aucun sens. Ils étaient déjà du bon côté, le plus court, le plus sûr. Moi, j'étais celui qui aurait dû traverser, pas eux. Mais quelque chose m'a poussé à leur faire signe, presque machinalement. Ils ont hésité une seconde, puis ils ont obéi. Comme toujours, ils me faisaient confiance. Ils ont traversé la rue et se sont mis à marcher à côté de moi. À peine une trentaine de secondes plus tard, un bruit sourd a déchiré le calme du matin. Une voiture venait de perdre le contrôle et s'est encastrée violemment dans la clôture du voisin, exactement à l'endroit où mes frères et sœurs auraient dû se trouver s'ils avaient continué tout droit sur le trottoir habituel. Tout s'est figé. Le choc, le métal tordu, les cris étouffés. Je me souviens avoir regardé la scène sans comprendre, puis avoir regardé mes frères et sœurs, encore là, juste à côté de moi, parfaitement indemnes. Il n'y a jamais eu de raison claire à ce geste que j'avais fait quelques secondes plus tôt. Aucune intuition consciente, aucun bruit, aucun signe visible. Juste une décision prise sans réfléchir, presque automatique. Ça peut sembler complètement inventé, je le sais très bien, et libre à chacun d'y croire ou non. Mais ce que j'ai vécu m'a vraiment marqué. Tu sais, ces rêves hyper banals, presque ennuyeux, comme un simple dîner de famille ou un trajet en voiture, mais qui paraissent incroyablement réels.
Ceux dont tu te réveilles en te disant que quelque chose cloche, sans trop savoir quoi. J'ai fait un rêve comme ça. On était dans une voiture, en train de rouler, et on traversait un pont. Rien d'extraordinaire en soi, sauf que ce pont me mettait extrêmement mal à l'aise. Dans le rêve, mon cœur battait très fort, j'étais en sueur, avec une angoisse inexplicable, comme si quelque chose de grave allait arriver à cet endroit précis. Je me suis réveillé avec cette sensation encore accrochée à moi. Pas de peur panique, mais un malaise persistant, comme un mauvais pressentiment que je n'arrivais pas à chasser. Plus tard dans la journée, je suis monté en voiture avec ma famille. On roulait tranquillement quand, soudain, je l'ai vu. Le pont. Exactement le même que dans mon rêve. Même structure, même impression dans l'estomac. Mon cœur s'est emballé immédiatement. Je me suis dit que c'était ridicule, que mon cerveau faisait juste un rapprochement idiot. On a traversé le pont sans problème et j'ai essayé de me calmer. Puis la route a continué et on a tourné à gauche. Et là, j'ai senti mon estomac se nouer. Devant nous, à quelques dizaines de mètres, il y avait le même pont. Pas un pont qui y ressemblait. Le même. Même forme, même angle, même environnement, la même rivière en dessous. J'ai commencé à paniquer, et ma sœur aussi a réagi en même temps, complètement déboussolée. On se regardait sans comprendre ce qui se passait. Puis le conducteur a décidé de tourner à droite à la place. Et encore une fois, le même pont est apparu devant nous. À ce moment-là, plus personne ne parlait. On était tous silencieux, incrédules, avec cette sensation que quelque chose n'allait pas du tout. Ce qui rend tout ça encore plus dérangeant, c'est que ce n'était pas une zone remplie de ponts. C'était un grand fleuve, large, et le prochain pont se trouvait à une bonne distance. Il était physiquement impossible d'en voir autant à quelques secondes d'intervalle. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis quelqu'un de rationnel, très porté sur la logique et les explications concrètes. Je sais reconnaître quand mon cerveau me joue des tours. Une fois, je logeais chez ma tante et j'avais prévu de sortir boire un verre avec mon cousin. Je n'avais pas pris de vêtements de rechange, et comme j'étais jeune et un peu con à l'époque, je me suis dit que ce serait le moment parfait pour lui piquer un t-shirt. Il avait toujours des fringues sympas, et je savais qu'il ne dirait rien. En fouillant dans sa chambre, je suis tombé sur un t-shirt vraiment stylé, une édition limitée d'un groupe de rock, il me semble que c'était Alice in Chains. Exactement le genre de truc que je voulais porter ce soir-là. Je l'ai posé sur le lit, je suis allé prendre une douche en me disant que je l'enfilerais juste après. Quand je suis ressorti de la salle de bain, le t-shirt avait disparu. Au début, j'ai cru que je l'avais déplacé sans m'en rendre compte. J'ai retourné la chambre, regardé sous le lit, derrière la porte, dans le panier à linge. Rien. Je suis allé demander à ma tante, puis à mon oncle, puis même à mon cousin. Personne ne l'avait vu. Personne n'était entré dans la chambre pendant que je me douchais. Au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, un peu agacé mais sans trop y penser, et j'ai pris un autre t-shirt pour sortir. Quelques jours plus tard, je traînais sur Facebook quand je suis tombé sur une photo fraîchement publiée. C'était mon cousin, souriant, en vacances avec sa femme. Jusque-là rien d'anormal. Sauf qu'ils étaient à Bali. En voyage de noces. À l'autre bout du monde. Et ils portaient le t-shirt. Le même. Exactement le même. Pas un modèle ressemblant. Le même imprimé, la même coupe, le même vieux t-shirt que j'avais eu entre les mains quelques jours plus tôt à des milliers de kilomètres de là. Je suis resté figé devant l'écran pendant de longues secondes. J'ai même vérifié les dates, les commentaires, tout ce que je pouvais. Il n'y avait aucune explication logique. Mon cousin était déjà à l'autre bout du monde quand j'étais chez ma tante. Il n'avait pas pu rentrer, ni récupérer quoi que ce soit. Et pourtant, ce t-shirt était là, sur lui, comme s'il n'avait jamais quitté sa valise. J'étais debout à un carrefour extrêmement fréquenté, les écouteurs sur les oreilles, complètement plongé dans un livre audio.
Le volume était assez fort pour que je n'entende absolument rien autour de moi. Je regardais mon téléphone en attendant de traverser quand quelque chose a attiré mon attention, juste à la limite de mon champ de vision, sur la gauche. Ce n'était pas une image nette, plutôt une sensation, comme une lumière ou un mouvement mal défini. En même temps, j'ai eu la vague impression que quelque chose approchait rapidement, sans vraiment comprendre quoi. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Il n'y a eu aucune pensée consciente, aucune décision. Mon corps a bougé tout seul. Mon bras gauche est parti d'un coup, avec une force que je ne me connaissais pas, et a repoussé une fille qui marchait juste à côté de moi. Elle était plus petite que moi, sûrement une adolescente. Je l'ai vue reculer maladroitement et tomber assise sur le sol. Tout se déroulait comme au ralenti, chaque mouvement étiré, presque irréel. Je n'avais toujours pas compris ce qui se passait. J'ai fait un pas en arrière, machinalement, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai levé les yeux. Une voiture passait devant moi, à une distance ridicule, peut-être quelques centimètres de mon visage. Elle a filé là où je me tenais une fraction de seconde plus tôt, exactement à l'endroit où la jeune fille allait marcher. Je me suis tourné vers elle. Elle était par terre, me regardait avec des yeux écarquillés, en train de crier et de pleurer en même temps. Je ne comprenais pas sa langue, mais il était évident qu'elle me remerciait. C'est à cet instant précis que tout est revenu d'un coup. Le bruit de la circulation, les klaxons, les voix autour de nous, le poids de mes écouteurs sur ma tête. Comme si le monde avait été mis en pause pendant quelques secondes avant de redémarrer brutalement. Je me souviens avoir regardé mon bras, presque comme s'il ne m'appartenait pas. J'avais la sensation étrange qu'il avait agi sans moi, qu'il avait pris une décision que mon esprit n'avait pas eu le temps de formuler. Encore sous le choc, j'ai retiré mes écouteurs et j'ai continué à traverser la rue, les jambes tremblantes. Il y a environ 5 ans, il m'est arrivé quelque chose qui me laisse encore perplexe aujourd'hui. À l'époque, mon patron a réussi, d'une manière totalement incompréhensible, à appeler ma copine par erreur depuis son BlackBerry. Le détail le plus étrange, c'est qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés, n'avaient aucun contact en commun, et que leurs numéros n'avaient absolument rien à voir l'un avec l'autre, pas même le même indicatif régional. Rien qui puisse expliquer un appel accidentel. Je l'ai découvert quand ma copine m'a appelé sur mon propre téléphone pour me demander si je venais de la joindre avec un autre numéro. Je lui ai répondu que non, évidemment. Elle m'a alors expliqué qu'elle avait reçu un appel silencieux, mais qu'elle avait clairement entendu une conversation en arrière-plan. Une discussion qui, selon elle, parlait de choses très spécifiques à mon travail. Des détails qu'elle connaissait uniquement parce que je lui en parlais parfois. Intrigué, je lui ai demandé le numéro qui l'avait appelé. Quand je l'ai tapé sur Google, j'ai eu un vrai moment de flottement. Le numéro apparaissait dans un document PDF accessible au public, un document interne lié à mon entreprise. C'était une fiche de sécurité, et ce numéro y figurait comme contact d'urgence. Celui de mon patron. Je ne l'ai pas vu pendant quelques jours après ça. Quand j'ai enfin eu l'occasion de lui en parler, je l'ai fait de façon détachée, presque en plaisantant. Il m'a regardé d'un air sincèrement surpris et a dit qu'il n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Il a reconnu qu'il lui arrivait parfois d'appeler des gens par erreur, mais sans se souvenir de cet appel en particulier. Je n'ai pas insisté. D'une part parce que je sentais que j'avais déjà l'air un peu bizarre, et d'autre part parce que je n'avais aucune preuve de quoi que ce soit. Pourtant, les faits étaient là. Le timing, le contenu de la conversation entendue, le numéro exact. Je m'étais faufilé chez ma copine en douce. Ses parents étaient au travail et seule sa grand-mère se trouvait à l'étage, dans sa chambre. Nous savions tous les deux que ce n'était pas une très bonne idée, mais sur le moment ça nous semblait sans risque. Nous avons passé presque 2 heures ensemble, à parler doucement, à rire, à faire attention au moindre bruit venant de la maison. Quand l'heure a commencé à tourner, j'ai compris que je devais partir. Ses parents allaient bientôt rentrer et même si je les connaissais déjà, je ne voulais absolument pas être surpris en train de sortir en cachette de chez eux. Je me préparais donc à partir quand une sensation étrange m'a traversé.
Une pensée soudaine, insistante, presque comme une voix intérieure, me disait d'aller voir sa grand-mère, de monter à l'étage et de lui dire bonjour avant de partir. Ce n'était pas habituel pour moi, et je n'avais aucune raison précise de le faire à ce moment-là. Je suis resté immobile quelques secondes, hésitant. Je me suis dit que c'était idiot, que je n'allais pas risquer d'attirer l'attention pour une idée sortie de nulle part. J'ai balayé cette impression, j'ai embrassé ma copine et je suis rentré chez moi en essayant de ne plus y penser. 2 jours plus tard, elle m'a appelé en larmes. Sa grand-mère avait fait une crise cardiaque dans la nuit et n'avait pas survécu. En l'écoutant, cette sensation que j'avais ressentie ce jour-là m'est revenue d'un coup. Il y a environ 12 ans, je sortais avec un homme qui prétendait être médium. À l'époque, j'étais assez sceptique, et je ne savais pas vraiment quoi penser de ce genre de choses. Pourtant, un soir, il m'a proposé de faire une sorte d'exercice de méditation guidée. J'ai accepté, plus par curiosité que par conviction. Je me souviens m'être allongé, avoir fermé les yeux, et l'avoir écouté me guider. Au bout d'une dizaine de minutes, mon esprit a commencé à dériver d'une manière très étrange. J'avais l'impression de ne plus être dans la pièce. Dans ma tête, j'étais ailleurs. Je me retrouvais dans ce qui ressemblait clairement à un cabinet médical. Tout était très net. Il y avait une femme en blouse, probablement une médecin, qui me parlait. Je ne pouvais pas entendre ses mots, mais je ressentais quelque chose de très fort. Une tristesse écrasante. Une certitude douloureuse. Je me voyais pleurer, sans comprendre pourquoi, comme si on venait de m'annoncer quelque chose d'irréversible. J'ai brusquement ouvert les yeux, le cœur battant, profondément troublé. Je lui ai dit que j'avais vu quelque chose, que ce n'était pas bon, que ça ne me concernait pas directement, mais que c'était lourd, presque insupportable. Je n'arrivais pas à mettre des mots précis dessus. Lui n'a pas insisté, et on a laissé tomber le sujet. Nous nous sommes séparés quelques mois plus tard, et la vie a suivi son cours. Les années ont passé. Presque 8 ans plus tard, mon père est tombé gravement malade. Il a été hospitalisé, et un jour, une infirmière est venue me chercher pour m'emmener dans une petite pièce à l'écart. Elle s'est assise en face de moi et m'a annoncé que son état était terminal, qu'il ne lui restait que peu de temps à vivre. Sur le moment, j'étais sous le choc. Mais après son décès, quelque chose m'est revenu avec une clarté troublante. Ce souvenir enfoui de la séance de méditation. La pièce. La femme. La sensation de perte écrasante. C'était la même salle. Le même type d'éclairage. Et la femme qui m'avait parlé ce jour-là ressemblait étrangement à la médecin qui m'avait annoncé la fin. Tout s'est assemblé d'un coup, comme un puzzle dont je n'avais vu qu'une pièce des années plus tôt. J'ai ressenti un frisson, pas de peur, mais une reconnaissance étrange, presque résignée. Comme si ce moment avait attendu patiemment d'arriver. J'ai fini par reprendre contact avec mon ex pour lui raconter. Je lui ai dit que je pensais enfin comprendre ce que j'avais vu ce soir-là. Il m'a simplement répondu pour me présenter ses condoléances, sans en rajouter davantage. Quand j'étais en classe de 4e, il s'est passé quelque chose qui me hante encore aujourd'hui, parce que je n'ai jamais réussi à lui trouver la moindre explication logique. Un jour, en plein cours de maths, notre professeur a reçu un appel sur le téléphone de la salle. C'était déjà inhabituel, mais ce qui a suivi l'était encore plus. Il a décroché, a écouté quelques secondes, puis son visage a complètement changé. Il est devenu livide. Il a raccroché sans dire un mot, nous a regardés, et d'une voix visiblement bouleversée, il a annoncé que sa mère venait de mourir. Ensuite, il nous a dit que le cours était terminé et il est sorti précipitamment de la salle. Toute la classe était sous le choc. C'était brutal, inattendu, et franchement troublant à voir. Le soir même, quand mes parents m'ont demandé comment s'était passée ma journée, je leur ai raconté l'histoire. Je me souviens très bien de leur réaction, de la mienne, de la façon dont j'ai décrit la scène. Une semaine ou deux plus tard, peut-être un peu plus, je me retrouve à nouveau dans ce même cours de maths.
Tout se déroule normalement jusqu'au moment où le téléphone sonne. Mon prof décroche. Et là, exactement la même scène se reproduit. Le même regard, la même pâleur, le même silence lourd. Il raccroche, nous dit que sa mère vient de mourir, et quitte la salle dans la même urgence. Cette fois, la confusion m'a frappé de plein fouet. Je me suis tourné vers la fille assise à côté de moi et je lui ai chuchoté, mais elle n'était pas déjà morte. Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Pour elle, c'était la première fois que ça arrivait. Ce qui rend l'histoire encore plus déroutante, c'est que, ce soir-là, en rentrant chez moi, mes parents se souvenaient parfaitement que je leur avais raconté cet épisode auparavant. Ils se rappelaient que je leur avais dit que le prof avait quitté la classe parce que sa mère était décédée. Ils en étaient aussi sûrs que moi. Je ne saurais pas dire combien de temps s'est réellement écoulé entre les deux événements. 1 semaine, 2 peut-être. Mais je sais que ce n'était pas un simple mélange de souvenirs. L'impression était trop nette, trop précise. Comme si la scène s'était rejouée à l'identique, avec les mêmes gestes, les mêmes mots, la même atmosphère pesante. J'ai déjà vécu des sensations de déjà-vu dans ma vie, comme tout le monde. Mais rien d'aussi structuré, d'aussi cohérent, et surtout d'aussi partagé. Encore aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai l'étrange impression d'avoir assisté à une sorte de décalage, comme si un moment s'était répété presque à l'identique, sans que personne d'autre ne s'en rende compte. Quand mon frère s'est marié à Las Vegas, toute la famille a fait le trajet depuis Phoenix. Environ 4 heures de route, réparties dans 3 voitures. L'ambiance était légère, excitée, un mélange de fatigue et d'enthousiasme. On faisait souvent des pauses, histoire de se dégourdir les jambes et de rendre le voyage un peu plus amusant. À un moment, on s'est arrêté dans une aire de repos un peu kitsch, avec ses décors faits pour prendre des photos souvenirs, des panneaux découpés, des mises en scène un peu ridicules comme on en voyait beaucoup à l'époque. C'était bien avant les smartphones, donc on utilisait encore un appareil photo classique, avec une pellicule. Mon mari et moi sommes retournés à la voiture pour prendre l'appareil, puis nous avons rejoint les autres près des décors. On a rigolé, on s'est placé, on a pris quelques photos. Rien d'anormal sur le moment. Puis on est reparti, le voyage a continué, le mariage a eu lieu. Ce n'est que plus tard, une fois de retour à la maison, quand on a fait développer la pellicule, que quelque chose nous a frappé. Sur l'une des photos, la toute première du rouleau, on nous voit tous réunis. Sauf que personne ne regarde l'objectif. On dirait plutôt que nous venons tout juste de sortir des voitures, comme si la photo avait été prise avant même qu'on se rende compte qu'elle existait. L'image est légèrement floue, un peu déformée, comme si l'appareil avait bougé au mauvais moment. Le détail le plus troublant, c'est qu'aucun de nous n'aurait pu prendre cette photo. Tout le monde apparaît dessus. Il n'y avait personne d'autre autour. Aucun passant, aucun membre du groupe en retrait. Et surtout, personne ne se souvient avoir appuyé sur le déclencheur à ce moment-là. Quand on en a parlé, mon frère a eu une réaction étrange. Il a plaisanté, à moitié sérieux, en disant que c'était peut-être notre grand-mère qui avait pris la photo. Elle était décédée peu de temps avant le mariage et n'avait jamais pu le voir se marier, ce qui l'avait beaucoup affecté. Sur le coup, on a ri nerveusement. Mais plus on regardait cette photo, plus elle nous mettait mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans la composition, dans le timing, dans le fait qu'elle existe tout simplement, qui ne collait pas. Comme si quelqu'un avait voulu capturer ce moment précis, juste pour dire « j'étais là aussi ». Quand j'avais environ 13 ans, mes parents m'ont confisqué mon téléphone. Je me suis disputé avec eux en leur disant que sans téléphone je ne pourrais jamais me réveiller le matin. Ils ont alors fouillé dans de vieilles boîtes au fond d'un placard et m'ont donné un vieux réveil poussiéreux. Ils m'ont dit que ça suffirait largement. Je l'ai posé sur une étagère près de mon lit, j'ai réglé l'alarme et je me suis endormi sans trop y penser. En pleine nuit, vers 3 heures du matin, un bruit strident m'a tiré du sommeil. L'alarme sonnait. Le problème, c'est qu'elle ne se trouvait pas près de moi mais de l'autre côté de la chambre, là où je l'avais posée plus tôt.
À moitié endormi et agacé, je me suis levé, j'ai traversé la pièce et j'ai éteint le réveil. Je me souviens avoir vérifié l'heure rapidement avant de retourner me coucher. Une trentaine de minutes plus tard, le même son a retenti à nouveau. Cette fois, j'ai sursauté en réalisant qu'il venait de tout près de moi. Le réveil était posé sur mon lit, à quelques centimètres de mon oreiller. J'ai senti une vague de panique monter, parce que j'étais certain de l'avoir laissé de l'autre côté de la chambre. Mon cœur battait fort pendant que je le fixais, incapable de comprendre comment il avait pu se déplacer. J'ai attrapé la lampe de chevet et allumé la lumière d'un geste brusque. Mes mains tremblaient quand j'ai saisi le réveil pour l'éteindre. Le bruit s'est arrêté aussitôt. Par réflexe, j'ai retourné l'appareil pour vérifier les piles, persuadé qu'il y avait un problème mécanique ou que j'avais rêvé une partie de la scène. Le compartiment était vide. Il n'y avait aucune pile à l'intérieur. Je suis resté assis sur mon lit pendant de longues minutes, le réveil inerte dans les mains, à écouter le silence de la chambre. Je n'ai plus réussi à me rendormir cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai rangé le réveil au fond d'un tiroir et je ne l'ai plus jamais utilisé. Quand j'étais au lycée, je devais traverser une rue assez passante tous les matins pour rejoindre mon arrêt de bus. À cette période, je m'étais blessé à la cheville et je portais encore une attelle, ce qui me rendait lent et un peu maladroit. Ce matin-là, je suis arrivé au bord de la route, j'ai regardé à gauche, à droite, puis j'ai commencé à traverser. Tout s'est passé en une fraction de seconde. Une voiture est apparue beaucoup trop près de moi. Elle arrivait vite, beaucoup trop vite pour que je puisse reculer ou accélérer. J'ai compris immédiatement que je n'aurais pas le temps de m'écarter. Instinctivement, j'ai fermé les yeux, persuadé que l'impact était inévitable. Puis, rien. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de l'autre côté de la rue. Debout. Entier. Aucune voiture autour de moi. La route était vide. Sur le moment, j'ai pensé que mon cerveau avait décroché, que j'avais rêvé ou perdu quelques secondes. J'ai essayé de me convaincre que tout ça n'était qu'une illusion provoquée par la fatigue ou le stress. Mais en arrivant à l'arrêt de bus, j'ai compris que quelque chose clochait vraiment. Il y avait déjà quelques élèves qui attendaient. 2 d'entre eux avaient leur téléphone à la main, visiblement en train de filmer ou d'appeler quelqu'un. Un autre était à moitié engagé dans l'allée d'une maison voisine, comme s'il s'était jeté là pour éviter quelque chose. Ils me regardaient tous avec des expressions de choc. L'un d'eux a lâché. « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient dire. « La voiture. Elle allait te percuter. »« Comment t'as fait ? Elle t'a pas touché ?» C'est là que j'ai senti un vrai malaise monter. Je leur ai dit que je ne comprenais pas, que j'étais simplement en train de traverser. Personne n'avait l'air rassuré. Au contraire, ils avaient l'air sincèrement perturbés. Le lendemain, un camarade a décidé de marcher avec moi jusqu'à l'arrêt. Il voulait comprendre. On attendait qu'il n'y ait plus de voiture, quand une voiture bleue est arrivée. Elle a freiné brusquement, puis a reculé. Le conducteur est sorti, visiblement bouleversé. Il nous a demandé « C'était vous, hier ? Celui que j'ai failli renverser ?» Mon ami a répondu avant moi « Oui. On était là. » Le conducteur avait l'air pâle. Il a expliqué qu'il avait freiné aussi fort qu'il pouvait, qu'il n'y avait matériellement aucun moyen d'éviter l'impact. Il était convaincu qu'il m'avait percuté. Il avait même fait demi-tour la veille au soir pour essayer de retrouver l'endroit, persuadé qu'il avait blessé quelqu'un sans s'en rendre compte. Il avait roulé dans le quartier pendant des heures. Il a ajouté qu'il n'avait jamais emprunté cette route auparavant et qu'il ne comprenait même pas pourquoi il s'y était retrouvé ce jour-là. Je n'ai jamais su expliquer ce qui s'est passé. Je sais juste que quelque chose aurait dû m'arriver ce matin-là, et que, pour une raison que je ne comprends toujours pas, la réalité a pris un autre chemin. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.